Bonjour à tous. Donc comme vous savez, ou peut-être pas, tout à l'heure à 14h30, il y avait la conférence de presse de Pablo Longoria, qui n'était pas organisée, enfin qui a été organisée qu'hier soir, en fin de soirée. Longoria a fait notamment le point, un petit bilan sur le mercato d'hiver à venir, sur la première partie de saison, les résultats, le coach, quelques joueurs avec des cas individuels, et on va faire le point sur cette conférence de presse. Donc la première chose qu'il a dit, c'est qu'on a organisé cette conférence de presse pour faire un bilan, comme on l'avait fait après le mercato. Et après, il a dit aux journalistes qu'il attendait ses questions sans limite de temps. Il a fait près de 2 heures de conférence de presse, de 14h30 à plus de 17h, je crois. Donc, la vraie première chose qu'il a dit, par rapport au coach, par rapport au point en classement, par rapport aux résultats. Donc on est très satisfait du travail fait par le coach. On voulait donner un style de jeu à l'équipe. Désormais tout le monde voit comment on joue. On remercie le coach pour ça. On voulait donner une identité de jeu forte. On a été compétitif. C'est difficile de jouer contre nous. On est à 2 points par match. Ce qui pourrait nous permettre d'être sur le podium à la fin. Même si on voit que Lens a 36 points, c'est important. En Ligue des Champions, on fait une analyse à part. Le niveau sur le terrain était satisfaisant. J'ai dit aux joueurs qu'on était fiers de ce qu'ils ont fait, même en tant que club, mais on n'est pas content d'avoir été éliminé. Alors, mon cher Pablo, tu es pas content qu'on est éliminé? Certes. On n'est pas content de nous non plus. On aurait aimé être en plus compétitif en Ligue des Champions et faire un parcours abordable parce on affrontait des équipes abordables. Donc on voulait aller plus loin dans la Ligue des Champions. Concernant le travail fait par le coach, moi je le trouve pas assez satisfaisant. Alors toi peut-être tu le trouves assez satisfaisant, mais moi je le trouve pas assez satisfaisant. Pourquoi je dis que je ne le trouve pas assez satisfaisant? Parce que je trouve qu'on n'a pas une vraie identité de jeu. Hormis contre Monaco, on n'a rien lâché. On a fait certes une deuxième mi-temps assez médiocre, un début de deuxième mi-temps assez médiocre, comme depuis quelques matchs. Donc voilà pourquoi je dis qu'on n'a pas une identité de jeu assez forte. Peut-être forte, mais pas assez pour une équipe qui s'appelle l'OM. Parce que si on veut avoir une identité de jeu, comme il dit, très forte, il faut être compétitif comme il dit, mais sauf qu'il y a des matchs qu'on ne l'a pas été, comme les 3-4 derniers matchs, hormis le match contre Lyon, on a été plutôt pas mal. Il y a des matchs où on fait une grande première mi-temps, donc on est compétitif comme il dit, on a une identité de jeu très forte, on fait un bon match, mais la deuxième mi-temps c'est toujours médiocre depuis quelques matchs, depuis notamment l'arrivée d'Igor Tudor. Donc selon moi, je trouve qu'on n'a pas une identité de jeu assez forte pour dire que le style de jeu de l'équipe est bon. Le style de jeu est bon, mais pas assez bon pour dire que tout va bien. Alors certes, tout va bien à l'OM. Pour l'instant, les résultats reviennent dans une spirale positive. Mais sur les 3-4 matchs pas gagnés, quand on était dans la spirale négative, je trouvais qu'on n'était pas assez compétitif, que le travail du coach n'était pas assez bon, parce que si un travail est bon, ça doit se payer derrière. Pendant 4 matchs, on n'a pas gagné, donc le travail que le coach a fait n'a pas été bon, parce que pendant 4 matchs, on n'a pas eu les résultats qu'il fallait. Alors certes avant, hormis en amical avant la première journée de championnat, ça a été plutôt bon, mais je trouve qu'on ne mérite pas la place où on est. Même si on remporte 2 points par match, je trouve pas ça assez quand on s'appelle l'OM. Alors certes, ça peut nous permettre encore, avec les récentes victoires, d'être sur le podium en fin de saison, mais comme Florian Thauvin a dit, si notre objectif certes c'est de finir deuxième et de gagner le maximum de matchs et le maximum de points, si c'est pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et être bien dans le jeu, être compétitif mais finalement être éliminé ou être reversé en Europa League, je trouve pas ça normal de viser encore le podium. Je trouve qu'on n'est pas encore assez compétitif pour aller viser encore et encore la Ligue des Champions. Donc peut-être
que si on finit sur le podium à la fin du match, ça va changer, il y aura du changement pendant l'été, avant la nouvelle saison, et peut-être que là on sera mieux. Peut-être, qui me fasse mentir. Mais je trouve que il a raison qu'on n'est pas content d'être éliminé parce que on n'a pas bien joué. Deuxième, donc il y a encore du changement à faire. Ça reste bon sur les 2-3 derniers matchs avant la trêve, mais la spirale négative qu'on était avant, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le jeu n'était pas bon, l'envie n'était pas bon, donc il faut changer quelque chose. Deuxième propos, donc deuxième chose qu'il a dit, notamment sur le transfert possible de Gerson. On est en train de négocier avec Flamengo, il n'y a pas d'accord pour le moment, le joueur est au Brésil avec notre accord, il veut rentrer au Brésil pour des raisons personnelles que l'on respecte. Ce n'est pas FIFA ici, on ne joue pas à la PlayStation, il faut prendre en compte le joueur, son envie. Il y a des joueurs qui s'adaptent mieux à un changement de coach. S'il n'y a pas d'accord, il reviendra avec nous à la reprise le 30 novembre. Il a une valeur. Alors oui, il a une valeur. Gerson, ça reste un bon joueur, malgré qu'il a eu un comportement assez médiocre ces derniers temps, qu'il a une relation assez critique avec Igor Tudor, comme nous on a eu en début de saison et qu'on n'arrive pas à faire partir. Mais Gerson, on l'a eu quand même 25 millions d'euros au mercato sous l'ère Sampaoli, donc je pense qu'il faut pas le laisser partir comme ça en fait. Il faut pas, juste parce qu'il n'a pas voulu s'échauffer ou qu'il n'a pas été bon sur le terrain, qu'il faut aller le vendre tout de suite. Donc certes, c'est pas l'OM qui a voulu le vendre, c'est Gerson qui a quitté l'OM, qui a dit au revoir à tout le monde et qui est parti. Mais si on veut garder un joueur qui a une valeur bon pour le club, il faut tenter de ne pas faire partir. Mais c'est toujours question argent en fait. Parce que si Gerson part, ça remplirait un petit peu d'argent dans la caisse du club. Ok, mais ça reste un bon joueur. On l'a payé près de 30 millions d'euros au dernier mercato. Et je pense qu'il mérite un petit peu plus d'espoir, un petit peu plus d'entraînement pour pouvoir revenir correctement dans l'effectif comme Bamba Dieng. Bamba Dieng, au début, on était tous en colère que Igor Tudor ne le fasse pas jouer. On voulait tous son départ, tous du changement parce qu'il ne faisait pas jouer les bons joueurs. Mais là, ça ne doit pas être pareil avec Gerson. C'est pour ça que je voulais vraiment du changement, et j'espère que Pablo Longoria le fera, du changement sur la direction et sur la physionomie du club. Parce que les cas comme ça de Gerson, de Milik, de Dieng, je ne comprends pas. Donc en parlant de Milik, donc sur les joueurs prêtés, Milik à la Juve, Lirola à Elche, Luis Enrique à Botafogo et Conrad de la Fuente à Olympiakos. Donc ce sont des actifs du club, il y a des cas satisfaisants, c'est le cas de Milik. Pour Lirola, on va voir comment se déroule la saison avec Elche. Les autres joueurs ont moins de temps de jeu. Pour Luis Enrique, il était prêté 6 mois à Botafogo, plus 12 mois extensibles avec une obligation d'achat sous certaines conditions. Et pour Conrad de la Fuente, on doit trouver une solution ensemble. Donc moi, je réclame le retour de Conrad de la Fuente. Je trouve, sur le peu de matchs qu'il a joué avec l'Olympiakos, parce que là il joue plus du tout, il n'y a que Bakambu qui enchaîne les matchs, et lui il vaut mieux qu'il reste à l'Olympiakos, je pense que c'est mieux pour sa carrière. Mais pour Conrad, je pense qu'il mérite de revenir à l'OM. Alors est-ce qu'il va jouer tout le reste de la saison avec sous les Igor Tudor, je ne sais pas. Mais je pense que là, Conrad de la Fuente, oui, comme Pablo Longoria va dire, il faut trouver une solution. Soit le faire revenir, essayer de parler avec le coach, voilà, ou le faire essayer de trouver une solution. Oui, Conrad, il faut trouver une solution. Pour le cas Lirola, ça je n'ai pas d'avis là-dessus, ce serait bien qu'il revienne, qu'il retente de se montrer quelque chose avec l'OM, mais avec l'OM, en ce moment, on joue à 3 ou 4 défenseurs. Donc est-ce qu'il va pouvoir jouer en défense sous les Igor Tudor? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Igor Tudor sera encore là la saison prochaine parce qu'ils attendent de voir la saison de Lirola et Elche? Est-ce que l'autre entraîneur, s'il y a un autre entraîneur, fera jouer Lirola? J'en sais rien. Donc Lirola, je préfère pas mettre d'avis là-dessus, j'espère qu'on n'en mettra pas, on va le laisser finir
sa saison à Ketché, on va laisser Pablo Longoria gérer. Pour Conrad de la Fuente, j'espère qu'il fera son retour. Pour Milik, j'espère qu'il fera son retour aussi parce que je trouve que un duo Sanchez-Milik en pointe, sachant que Sanchez ne veut plus jouer en pointe tout seul, il veut jouer accompagné d'un joueur, et ça a plutôt bien fonctionné quand Bamba Dieng et Payet se rentrent à Monaco. J'espère que Milik et que Conrad feront leur retour. Alors, est-ce qu'ils vont jouer sous les rigueurs Tudor ou sous l'air du prochain coach ou encore sous les rigueurs Tudor la saison prochaine? Je ne sais pas. Et surtout, le cas Conrad ou le cas Milik, ou le cas de Luis Enrique, que lui, par contre, je ne veux pas qu'il revienne, ça peut bien nous aider, par exemple, pour remplacer Amin Harit. Là, qui est blessé peut-être fin de saison pour lui. S'il y avait du Conrad de la Fuente, peut-être il aurait pu jouer à sa place, par exemple. Donc, nouveau propos. On va avancer un petit peu. Concernant la blessure d'Harit et sur le fait du prochain mercato, est-ce qu'il va falloir reprendre un joueur ou pas? Donc oui, pour lui, pour Pablo Longoria, oui. C'est nécessaire de prendre un joueur offensif, c'est la priorité du prochain mercato, spécialement pour compléter l'effectif. Alors c'est pas notamment pour la blessure d'Harit qu'il veut compléter l'effectif, mais il veut compléter encore l'effectif, il veut encore du mouvement sur le mercato d'hiver. Donc il ne faut pas écouter toutes les chaînes d'infos, notamment l'équipe, qui dit que Pablo Longoria, Javier Ribalta ou Jacques Cardoz disent on arrête, pas de mercato la saison prochaine, pas de mercato d'hiver. Pablo Longoria l'a dit, il y aura du mouvement au prochain mercato. Donc monsieur Jacques Cardoz, tu as dit à BFM TV ou RMC, on a assez, ou je sais plus qui l'a dit, on a assez de joueurs et on ne complétera peut-être pas l'effectif en mercato d'hiver. Et on a déjà bien bougé au mercato d'été. Pablo Longoria vient de dire le contraire. Il vient de dire qu'il y aura des joueurs qui vont venir. Donc moi, la chose que je veux, c'est qu'il y a que ça soit concret, que les choses doivent se dire aussi l'autre part, que si Pablo Longoria dit il y aura du mouvement, que Cardoz ou quelqu'un d'autre dise il y aura du mouvement, sinon ça ne va pas aller. Et concernant les possibles mouvements et possibles joueurs offensifs, ça me fait plaisir qu'il y aura encore du mouvement au prochain mercato. Sur le partenariat CMA-CGN qui remplacera Kazoo la saison prochaine. C'est une très bonne nouvelle pour le club, c'est un partenariat mais aussi un message fort au niveau local. On a trouvé plus qu'un sponsor, on est très fiers. Voilà ce qu'a dit Pablo Longoria. Et moi je dirais une chose courte, c'est que je suis également très fier. Kazoo est parti, l'OM a vite réagi, l'OM a vite trouvé un sponsor pour le remplacer et je suis très content. Concernant la blessure d'Harit. Donc Pablo Longoria a donné des nouvelles, il va mieux, il a parlé avec lui, mais c'est un coup dur pour le club, pour le vestiaire, il est très apprécié dans l'équipe. Alors oui, il est très apprécié Harit dans les supporters, par moi-même, par la direction, par le vestiaire, par le coach. Tout le monde est apprécié par Harit parce que c'est un excellent joueur. Et j'aurais bien aimé le voir à la Coupe du Monde, il avait été sélectionné mais dû à sa blessure il ne la fera pas, mais je pense qu'il aurait fait une très belle Coupe du Monde parce que Amin Harit c'est un excellent joueur. Et Amin Harit, encore une fois, je te souhaite un prompt rétablissement et j'espère que tu vas revenir par ta plus grande forme. Mais passe ta santé avant ton retour dans le football. Nouveau propos concernant l'objectif. Donc l'objectif c'est de rester à 2 points par match. C'est la tendance à tenir jusqu'à la fin de la saison pour finir sur le podium. On est satisfait du jeu développé par le coach, même s'il y a encore des détails à régler comme la maturité du quotidien, des prises de décision. On va travailler pour ça, on va avoir le temps, la tendance est positive. Alors moi je dis que la tendance est négative, ou la tendance est médiocre. Parce que quand on s'appelle l'OM, alors Gerd Tudor disait on ne peut pas dominer 90 minutes, mais si c'est pour dominer la première mi-temps et quasiment rien faire en deuxième, ou seulement reprendre à dominer au bout de 10 minutes qui restent, ça ne sert à rien de jouer en fait. Nous on veut une équipe compétitive en Ligue des Champions, en championnat, en Coupe de France, qui donne à fond pendant 90 minutes, qui laisse ses tripes, comme là à Monaco. À Monaco, certes, ils ont mal joué en deuxième mi-temps, mais ils se sont vite repris, notamment quand ils étaient menés 2-1. Ils se sont vite repris et ils ont gagné. Donc, l'objectif, c'est pour les 2 points par match que Pablo Longoria veut. Moi, sur l'objectif de Pablo Longoria, je ne donne pas d'avis, mais mon objectif, c'est d'être sur le podium à la fin de la saison et d'avoir plus de tendance de jeu, de mieux jouer, de
de remporter les matchs. Donc sur le cas Payet, le travail quotidien paie, c'est le cas pour lui et pour Bamba. Je suis très content de les voir travailler pour retrouver leur place. Je les félicite pour ça. Après, sur leur temps de jeu, ce sont les choix sportifs du coach. Il faut le respecter. En tant que dirigeant, on le soutient. Le collectif est le plus important que les cas individuels. Oui, le cas collectif est plus important. Oui, l'équipe est plus importante. Mais il y a le cas individuel qui doit marcher aussi. Payet, c'est celui qui nous a fait vibrer. Et même, Pablo Longoria veut que le jeu soit bon, que la tendance de jeu soit bon, que la physionomie du match soit bon. Et on le voit très bien, quand Payet ou quand Bamba n'est pas sur le terrain, il n'y a que Guendouzi à la limite, ou limite Rongier ou Mbemba, qui donne de l'avant dans le match. Mais sinon ça n'avance pas. Et dès que Payet et Bamba rentrent, ça va vers l'avant, ça fuse. Donc pourquoi Pablo, tu dis que le collectif, oui, c'est important, mais sur les cas Payet et Dieng, ça doit être encore plus du sérieux, ça doit avoir plus de discussion. Pourquoi les choix sportifs du coach, c'est des fois de les faire jouer que 5 minutes ou 10 minutes, alors qu'ils peuvent très bien nous aider, que ça aille plus vite quand ils sont dans le jeu. On le voit très bien quand ils sont sur le terrain, ça va beaucoup plus vite. Sur les cas Isaac Touré et Luis Suarez, on doit se poser des questions sur leur cas. Alors déjà là, je ne comprends pas. Juste avant, il dit on ne doit pas s'occuper des cas individuels, mais du collectif. Et là, il dit ça sur Isaac et sur Luis. On va en parler en interne. Pour Suarez, il y a Dieng qui est bien revenu dans l'équipe, c'est un choix sportif. Sans l'Europe, il va avoir moins de matchs et la coupe devient un objectif important pour le club. On veut aller au bout. On peut faire moins de 22 joueurs dans l'effectif vu qu'on ne jouera que les dimanches. Or, juste à la rentrée, ils joueront le mercredi, mais normalement, c'est que les dimanches. Sur le cas Isaac Touré, j'aimerais bien qu'il joue un petit peu plus. Donc là, il n'a pas trop. Il a parlé très vite fait sur le cas Isaac Touré. Et ça, je suis très en colère parce que Isaac Touré, on l'a recruté pour qu'il joue, pour qu'il progresse. Et je ne comprends pas qu'il ne demande pas à partir. Il a joué, allez, minima 5 minutes. C'est beaucoup peu. C'est beaucoup. C'est peu. Alors que le joueur veut progresser et veut faire monter l'OM, veut les faire monter en puissance. Et veut lui aussi monter en puissance. Pourquoi, Pablo, tu ne fais pas une petite réunion entre toi, Ribalta, Isaac et Igor, pour demander pourquoi le choix sportif, c'est de ne pas le faire jouer un petit peu plus. Pourquoi ne pas faire jouer tout simplement? Pour le cas Luis Suarez, ça je ne m'intercepte pas trop. Enfin, je vais pas trop dessus parce que Luis Suarez, des fois, il fait n'importe quoi, faut le dire. Donc pour Luis Suarez, je laisse de côté parce que je pense qu'on a assez de grands joueurs comme Bamba, comme Payet, comme Sanchez, comme Dieng pour monter un petit peu plus en puissance. Donc pour le cas Suarez, je laisse de côté. Mais celui qui m'interpelle le plus, c'est le cas Isaac Touré, que Pablo Longoria n'en a quasiment pas parlé en conf. Et je pense qu'on est en manque de respect, notamment comme sur le cas Payet. On est en manque de respect sur le cas Isaac Touré. Donc sur les rumeurs de vente avec l'arrivée de CMA-CGM. Maintenant, tu peux dire une chose fausse, et les réseaux sociaux font office de haut-parleur. Le manque de vérification dans la société moderne est un vrai problème pour moi. La vente n'est jamais d'actualité, c'est tout le contraire. On travaille beaucoup avec le conseil de surveillance. Alors moi, je m'en fous complètement. Je suis content que CMA-CGM soit arrivé, qu'ils ont vite remplacé Kazoo. Mais sur les rumeurs de vente par rapport à la venue de CMA-CGM, je m'en contrefous. Vraiment. Moi, je me concentre sur le collectif, là c'est moi qui parle, je me concentre sur le collectif, je me concentre sur l'avancée du club et sur les objectifs à atteindre. Et sur le fait de remonter l'OM en puissance. Sur les rumeurs de vente, moi j'ai toujours réclamé, comme tous les supporters marseillais, on a toujours réclamé du changement. Dans la direction, dans le cas individuel, dans le cas les choix de décision, on a toujours réclamé du changement. Donc s'il y a une vente, on sera content. S'il n'y a pas vente, on sera content. Parce qu'on supportera jusqu'à notre mort l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça que je ne m'interpelle pas trop dessus. Concernant son cas personnel à lui, je suis traditionniste du football. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est après la saison. On ne devrait pas jouer pendant la saison comme ça. Donc c'est aussi le cas de la Coupe du Monde.
Je n'aime pas ça, mais je serai présent au Qatar, car en tant que club, c'est important d'être aux côtés de nos joueurs qui font la compétition. Ça, je suis complètement d'accord. Le Qatar, c'est un choix très nul. La Coupe du Monde n'aurait dû pas être jouée au Qatar, comme elle n'aurait dû pas être jouée en Russie d'ailleurs, en 2018. Mais sur le cas du choix du lieu de la Coupe du Monde, ça m'interpelle pas trop. Comme Longoria, ça n'interpelle pas trop, ça n'interpelle personne quasiment. Mais c'est le cas de faire une Coupe du Monde en pleine saison. Ça peut aggraver les blessures des joueurs, ça peut les blesser, donc ça peut qu'on les récupère après la Coupe du Monde très bas physiquement, très fatigués, très peu motivés. Donc la coupe du Monde en été comme celle de 2018, c'était mieux. Donc s'il l'aurait mis là au mois de juillet à la fin de la saison, ça aurait été parfait. Donc je suis d'accord avec Pablo Longoria, c'est bien qu'il soit au Qatar aux côtés des joueurs de l'OM et des joueurs de tout le monde pour la Coupe du Monde. Mais je suis pas d'accord que la Coupe du Monde arrive maintenant, comme Pablo Longoria l'a dit. Donc là, concernant la situation économique du club, la situation économique est positive, mais on doit trouver 5 millions d'euros d'ici la fin de la saison, après notre élimination en Coupe d'Europe. Nouveau propos. Alors c'est un modèle de continuité pour le foot français, félicitations à eux. Nouveau propos. Donc sur le cas du centre de formation, qu'il y a des joueurs du centre de formation qui ne sont pas professionnels, et sur la compétition que les jeunes ont fait en Youth League. Donc il n'est pas content de ce qu'ils ont fait en Youth League. Comme moi, je ne suis pas content. Les pros ont peut-être été bons dans le jeu, mais auraient dû se qualifier comme les jeunes en Youth League. Pour le centre de formation, on ne peut pas encore faire une évaluation, car on a fait de gros changements il y a seulement 5 mois, mais c'est inacceptable et inadmissible qu'aucun joueur du centre qui ne soit pas en équipe première, c'est un grand échec. Oui, c'est un grand échec. Mais je ne m'interpelle pas dessus, je ne m'y connais pas trop, donc voilà. Donc sur ce cas-là, du centre de formation, je ne m'interpelle pas trop. Sur le fait d'Igor Tudor, sur ses choix, sur le fait de le garder, des doutes, pas de doutes. Donc pour Pablo, pour la direction, ils n'ont jamais eu de doute de garder Igor Tudor, malgré les mauvais résultats récents. On ne doit pas analyser seulement les derniers résultats, le dirigeant doit analyser la tendance. On a vécu un mois très compliqué avec des résultats qui n'étaient pas attendus. Par exemple, on méritait plus contre Lens que contre Lyon. Je crois au travail, ça finit toujours par payer. Oui, pour travailler, pour jouer, il faut toujours travailler, et au final, si tu travailles bien, ça finit par payer. Comme à l'école, tu travailles, tu as des bonnes notes, ça paye. Comme au travail, tu as des salaires derrière, ça paye. Ok, le travail, oui, je suis d'accord avec Pablo Longoria, ça paye. Mais je suis désolé, alors c'était peut-être trop tôt pour dégager Tudor, mais je pense que on doit douter. Alors peut-être eux ils n'ont pas douté, mais les supporters, Pablo Longoria, je passe un message à Pablo, on a douté. Les récentes performances contre Lens, contre Paris, en Ligue des Champions, nous ont attristés. On a passé un mois. Fin septembre, début octobre, quasiment tout le mois d'octobre, très triste, à quasiment plus vouloir regarder l'OM. Parce qu'on était très en colère que l'équipe ne soit pas assez compétitive en Ligue des Champions, ils perdent des places sur le podium, et comme là on est 5ème, on ne doit pas être 5ème quand on s'appelle l'OM. Donc peut-être toi tu n'as pas douté, peut-être la direction n'a pas douté, mais nous on a douté. Concernant la possible arrivée de Jean-Pierre Papin, donc il a officialisé, Jean-Pierre Papin viendra faire son retour à l'Olympique de Marseille. Il sera déjà, quand les joueurs et le staff et Igor partiront en Espagne, il sera avec eux en Espagne pour le stage où il y aura notamment des matchs amicaux. Pour sa fonction, donc pour Pablo Longoria, il n'aime pas donner des positions politiques aux personnes, mais que Jean-Pierre est une légende de l'OM, il est intelligent pour analyser les détails autour du club. Donc voici sa fonction en fait. Il sera au contact en quotidien avec la direction, donc avec Pablo, avec Ribalta, etc. Et il sera présent à tous les matchs, à domicile et à l'extérieur. Et avec sa vision, il peut nous donner des bons conseils. Il a vécu la réalité du club. Dans 5 ou 10 ans, quand je partirai du club, on ne se rappellera peut-être pas de moi, mais dans 100 ans, tout le monde va rappeler de Papin. C'était important pour nous d'avoir une telle personne. Donc l'arrivée de Papin, je suis pour une fois, et je peux claquer du poing sur la table, je suis très content, très heureux de l'arrivée de Jean-Pierre Papin.
Alors bien sûr, j'aurais aimé qu'il soit en tant que joueur, il nous aurait peut-être aidé à gravir des échelons, mais je suis content qu'il vienne en tant que dans la direction pour graver, pour faire monter l'OM dans le plus haut tendance du football européen. Donc bienvenue à toi Jean-Pierre, je suis très content de ton arrivée et j'espère que tu nous feras gravir des échelons, remplir nos objectifs et j'espère que tu vas nous aider. Concernant les incidents des supporters notamment contre Francfort, que Pablo a eu du mal à digérer, la venue des supporters, l'ambiance, tout ça, donc il dit merci à nos supporters de nous soutenir et de venir au stade. Cela nous touche d'avoir un stade plein à chaque match, ça nous rend fiers. L'ambiance du Vélodrome est unique, mais il y a un point noir, je n'ai pas dirigé les incidents contre Francfort, ce n'est pas admissible, on doit travailler avec les groupes, les autorités pour faire du Vélodrome un stade où tout le monde se sent en sécurité, on doit trouver la solution ensemble, on doit améliorer la sécurité autour du stade. Alors il n'y a pas que au Vélodrome, parce qu'au Vélodrome il ne se passe quasiment rien, c'est dans tous les stades de France, dans tous les stades d'Angleterre, partout dans l'Europe entière, et ça je trouve pas ça normal, mais on doit le faire, on doit renforcer la sécurité dans tous les stades. Concernant les incidents contre Francfort, Pablo Longoria, tu n'as pas à être triste, tu n'as pas à avoir du mal à digérer. On a été, comment on dit, on a été marabouté. Je prends l'exemple du capot de bas. On a été marabouté parce que c'est un coup tordu en fait. Toujours, la LFP, l'UEFA nous met toujours de grosses sanctions. Ils n'analysent pas les images de vidéosurveillance. Alors je ne sais pas s'ils ont montré des vidéos de surveillance et qu'ils ont vu quelques supporters faire n'importe quoi. Alors peut-être la sanction aurait dû être. Mais je suis désolé Pablo, quand nous on fait rien, on supporte votre équipe, on les pousse à la victoire, qu'on se fait jeter des fumigènes ou des pétards dans la gueule, je suis désolé, mais on est obligé de réagir parce que le manque vu qu'il n'y a pas de CRS en fait, ils sont juste autour du stade, il n'y a pas de CRS dans le stade, et qu'il y a très peu de stadiers, on est obligé de réagir, sinon on va mourir. Je le dis, on va être blessé gravement, on va être paralysé, on va mourir. Donc il faut, c'est pas nous les problèmes, et c'est pas nous qui avons fait les incidents contre Francfort, c'est les supporters de Francfort qui n'ont même pas été sanctionnés. Sur son bilan mercato, on ne peut pas avoir que des réussites, les résultats sportifs sont les seuls juges. Alors là, par contre, je ne comprends pas. Tu dis que les résultats sportifs sont les seuls juges, mais les récentes mauvaises performances et les récents résultats pas bons, tu ne mets pas le doute sur Igor Tudor ou tu ne mets pas le doute sur l'équipe. Alors que tu dis que les résultats sportifs sont les seuls juges. On a fait des gros changements cet été, on espère construire ce projet avec ce style de jeu du coach, avec ces idées qu'on connaît encore mieux. Maintenant, ça sera facile pour les 2 prochains mercato. Comment réussir au centre de formation? C'est le niveau qui compte. Si tu n'as pas le niveau, on ne doit pas faire de cadre de football, sinon tu nourris des monstres. Il faut croire au centre de formation, il faut former des joueurs qui sont en adéquation avec ce qu'on peut voir dans le futur, avec le style de jeu du coach de l'équipe, et c'est difficile de tenir le niveau physique exigé par Tudor. Sur le cas de Milik, tu préfères un joueur de niveau ou un joueur adaptable à ton modèle de jeu? Milik est un joueur de très haut niveau, mais pas le joueur le plus adapté à notre façon de jouer. C'est pour ça qu'on a misé plutôt sur Sanchez. Le joueur qui a le plus gros salaire de l'équipe doit être le joueur le plus important de l'effectif. La saison de Milik à la Juve va lui donner de la valeur. On a pris une décision pour le bien du club. La Juve a une option pour le joueur. Alors tu dis que le joueur qui a le plus gros salaire doit être le joueur le plus important de l'effectif. Milik a eu le plus gros salaire. Milik était le plus important de l'effectif, nous faisait gagner dans la plupart des temps, nous aider, et toi tu vas le dégager à la Juve. Donc réfléchis un peu Pablo. J'espère que tu le feras revenir à l'OM. Parce que si on a un duo Milik-Sanchez, je te dis, on va gravir des objectifs. Sur le cas Bamba Dieng, on est vraiment très content de lui, il s'est entraîné de façon impressionnante. Il mérite, on souhaite commencer à discuter d'une prolongation avec lui, on croit en lui pour le futur. Donc oui, c'est une annonce. Longoria et la direction vont essayer de faire prolonger Bamba Dieng et de faire rester à l'OM le plus longtemps possible. Alors qu'au mercato d'été, encore une fois, ils voulaient le dégager à Nice ou à Leeds. Sur les erreurs arbitrales contre l'OM, je cherche à analyser le niveau individuel de l'arbitrage français est bon à l'international. Oui, il est bon à l'international. Il y a des choses à changer, mais très peu. Mais en France, les critères sont très différents.
ça pose des problèmes. L'utilisation de la VAR pose question. Ça doit être un élément qui aide l'arbitre à prendre la meilleure décision. Ce n'est pas la conception de l'arbitrage en France. Pour moi, ce n'est pas adéquat. Je crois en un football moderne. Je n'aime pas critiquer les arbitres. Ce n'est pas un manque de caractère, mais pour moi, un président doit être présent au niveau des instances, pas devant la télé pour dire que l'arbitre nous a volé. Alors oui, mais quand tu es au stade et qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage contre nous, notamment au parc, ou autre part d'autres, je sais plus, j'ai plus d'exemples en tête, mais il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage où tu étais au stade et tu n'as pas réagi après le match, tout doucement. Mais allez voir l'arbitre et demander des explications. Pourquoi les arbitres sont tout le temps contre nous? Pourquoi ça n'a pas été sifflé? Tu ne fais rien, tu es juste en train de râler. Donc j'espère que le niveau arbitrage international va continuer à être bon. Et au cas français, va progresser.